Merci Monsieur Selderslack pour cette présentation. Merci aussi surtout pour cette introduction qui, j'ai trouvé, balise extrêmement bien le domaine et la problématique. Madame la Ministre, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, depuis une dizaine d'années, on assiste à l'émergence d'un nouveau champ de recherche identifié par cette étiquette de neuroéducation ou Educational Neuroscience. Du point de vue de la communauté scientifique, ça répond à une préoccupation très naturelle. L'identification du champ se justifie par la volonté des chercheurs qui travaillent sur des problématiques en lien avec les apprentissages et l'éducation de réfléchir à la pertinence de leurs recherches pour les acteurs de l'éducation et pour le monde de l'enseignement. Aussi de diffuser les nouvelles connaissances et sans doute également de mettre le holà à la dissémination d'idées répandues, mais parfois tout à fait non fondées. Et ce champ nouveau a très rapidement, assez extraordinairement, reçu un très grand retentissement dans les médias. Il a suscité énormément d'intérêt, voire de fascination de la part de la communauté éducative, comme en témoigne notamment votre présence massive aujourd'hui. Et donc, effectivement, l'intérêt est-il justifié ou s'agit-il d'une mode? Quels sont les apports réels des nouvelles connaissances? Quels sont les espoirs et quels sont les dangers? J'ai rajouté un sous-titre au titre de mon exposé qui reprend un petit peu mieux ce que je voudrais transmettre aujourd'hui. Un des très nombreux livres récents sur la question, une collection de chapitres écrits par des spécialistes réputés il y a déjà quelques années, en 2012, dont vous voyez ici la page de couverture, s'intitule « Neurosciences in Education, the Good, the Bad and the Ugly », ce que je traduirais avec un peu de liberté, « Neurosciences en éducation, le bon, le mauvais et le moche ». Et ça résume assez bien mon propos de ce jour, et je pense que ça rejoint assez bien les préoccupations annoncées par M. Selderslack. Le bon, ce sont les résultats d'études qui viennent souvent confirmer les intuitions issues de l'expérience du terrain, mais qui permettent également de répondre à certaines questions, d'orienter certains choix pédagogiques ou didactiques, et aussi d'éviter des fausses pistes. Le mauvais, je dirais que c'est la tentation naïve de transformer directement des résultats de recherche en prescriptions éducatives. C'est aussi la confusion qui est souvent faite, sans doute parfois involontairement, entre le cerveau et l'esprit. Une confusion qui pourrait amener à croire que c'est le cerveau qui apprend et non pas la personne. Une confusion qui conduirait à penser que la physiologie ou l'anatomie du cerveau explique tout, et les émotions, les désirs, les angoisses, rien, bref, à déshumaniser l'enseignement et l'éducation. Et le laid, le moche, c'est la propagation d'idées simplistes, les fameux neuromythes, et l'exploitation de la curiosité des éducateurs et de l'attrait des neurosciences pour promouvoir des techniques supposées extraordinaires, mais très généralement décevantes. Alors je reviendrai bien sûr dans un instant sur ces différents aspects, mais je voudrais prendre un tout petit peu de temps pour préciser ce qu'on appelle neurosciences et neurosciences cognitives. L'introduction du livre s'ouvre sur des mots d'excuse qui illustrent un malentendu courant. Et je vous traduis. Nous commençons par une excuse. Notre titre est « Neurosciences en éducation », mais après avoir lu le livre, vous pourriez penser que c'est une duperie. Notre point de vue est que le domaine scientifique qui a le plus à offrir à l'éducation est l'étude de la cognition, et que les neurosciences proprement dites ont une valeur limitée. Mais il n'y avait pas d'intention de tromper, parce que le terme est entré dans le lexique pour référer à l'interaction entre l'éducation et les sciences du cerveau, en incluant la psychologie cognitive. Et donc le terme de neurosciences recouvre un champ de recherche extrêmement vaste, en grand développement effectivement, qui couvre tous les aspects des systèmes nerveux des organismes vivants, depuis les plus petits jusqu'aux plus sophistiqués.
On peut le découper en deux sous-domaines, même si, bien sûr, ces sous-domaines sont loin d'être imperméables ni dénués de lien. D'une part, ce que j'appellerais les neurosciences fondamentales, dont l'objet est de décrire et de comprendre l'organisation et le fonctionnement des systèmes nerveux. Cela inclut l'étude des mécanismes physico-chimiques au niveau cellulaire et moléculaire qui sont à la base de la formation et de la transmission des influx nerveux. Ça inclut la description de l'organisation microscopique et macroscopique des systèmes nerveux, leur embryogenèse, leur développement et bien sûr leurs déterminants génétiques et aussi leur dysfonctionnement et perturbations. Et d'autre part, les neurosciences cognitives qui se donnent pour tâche de comprendre comment le cerveau produit l'activité mentale et qui concernent l'étude des liens entre les caractéristiques du système nerveux, sa structure, son fonctionnement, son développement et l'esprit et le comportement, à savoir la vie mentale, les affects, les souvenirs, les désirs et les croyances, les troubles et les maladies mentales. Et c'est bien sûr plus particulièrement ce dernier domaine des neurosciences cognitives qui couvre les relations entre le fonctionnement du cerveau et l'esprit qui va principalement nous intéresser. Et il recouvre dans une très large mesure les champs de la psychologie. Il a connu des développements extrêmement intenses depuis une trentaine d'années, grâce notamment aux techniques d'imagerie, développements qui motivent pas nécessairement pour les justifier, mais qui motivent la fascination des uns, l'inquiétude, voire le rejet des autres.